savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Bonjour André-Sylvain Latour. Le TVA Nouvelles a fait une entrevue avec le fils de la victime de la fusillade de Dollard des Ormeaux qui est survenue en fin de semaine. Abdel Rahman Abdallah, 18 ans, a reçu une balle dans l'échange de coups de feu qui a eu lieu entre, je te le rappelle, un jeune de 26 ans qui essayait de voler leur voiture et les policiers, exactement, on parle d'à peu près une trentaine de coups de feu quand même, qui ont volé partout, c'est le cas de le dire. C'est Oussam Abdallah, 52 ans, le père, qui a malheureusement été blessé le plus sérieusement là-dedans. Okay. Alors, ce que le jeune de 18 ans raconte, premièrement, il a reçu une balle à seulement 2 cm de sa colonne vertébrale. Ouais, il vient d'avoir son congé de l'hôpital d'ailleurs. Oui, absolument incroyable. Écoute, 2 cm, un peu plus à côté, puis... t'es paralysé. T'es paralysé complètement. Et c'est peut-être, malheureusement, le sort qui attend son père de 52 ans. C'est pas clair encore. Il est hospitalisé toujours. D'abord, ce qui s'est produit, selon le jeune témoin, la jeune victime, je devrais plutôt dire, ce qui s'est produit, c'est que quand les coups de feu ont commencé, le père a tout simplement protégé son fils en le prenant par le dos. Donc, il s'est mis dans son dos pour le protéger, ce qui fait en sorte que c'est lui qui a reçu la majorité des projectiles. Il en a donc plusieurs? 5. Oh, wow, OK. Ouais, le père a reçu 5 projectiles. Je pensais pas qu'on pouvait survivre à ça. Là, ça dépend toujours, hein, si les organes... 5! Oui, exactement. Faut que tu sois beaucoup chanceux là, qu'aucun des 5 ne touche, comme tu dis, un organe critique. Oui, absolument. Et je te dirais, c'est tant mieux quand même. On espère tous que ce père de famille-là réussisse à s'en sortir le mieux possible. Est-ce qu'on sait si c'est les balles des policiers c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est que Nakil Ike, qui est le suspect de 26 ans, fait face à une kyrielle d'accusations et donc 4 qui sont des accusations de tentative de meurtre et les victimes sont toutes des policiers du service de police de Montréal. Donc ça sous-entend clairement que c'est pas lui qui a tiré sur les autres, c'est les 2 victimes qui ont mangé les balles des policiers. C'est quand même spécial, ça. Tu sais, quand ça survient... Ça me laisse quand même un peu ambivalent, là, ouais. Écoute, on sait que le gars de 26 ans, le suspect, a tenté de voler le véhicule. On ne sait pas encore totalement... la configuration de tout ça. On peut présumer que peut-être que le père ou le fils ont dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » et se sont retrouvés finalement entre les 2 feux. Parce que je te rappelle, les policiers sont arrivés très rapidement sur cette scène-là. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que victime collatérale, on en parlait, toi et moi, il y a quelques jours, une balle perdue, c'est rapidement. Il y avait d'ailleurs eu un logement, je pense, à proximité de cet incident-là, où il y a une vitre qui a été fracassée. Tu m'avais raconté avec un enfant qui a été sain et sauf. Là, oui, absolument. Mais évidemment, il y a des balles qui volaient un peu partout, qui peuvent ricocher d'ailleurs. Mais là, si on dit que le jeune garçon, 1 balle et le père 5 balles, toutes des balles des policiers, c'est beaucoup. Puis ça, je comprends qu'il fallait maîtriser le suspect, là, mais à un moment donné, quand il y a des civils dans l'environnement, en tout cas, bref, on va voir la suite de l'affaire, là, mais c'est un peu... c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu cowboy, là, toute cette histoire-là, de part et d'autre. Sincèrement, il va y avoir une enquête sur ce qui s'est passé. Hein. C'est généralement le Bureau des enquêtes indépendantes qui se charge de ça. Quand les policiers sont impliqués, certains corps policiers sont impliqués. Et c'est clair que, je pense, les policiers vont devoir répondre à plusieurs questions là-dedans. Tu sais, quand tu as 2 civils entre eux, c'est sûr qu'ils se font tirer dessus, mais je te rappelle, quand il y a une poursuite policière dans un véhicule, si ça devient trop dangereux, les policiers ont le devoir d'arrêter la poursuite pour protéger les gens. Le public, oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je te dis, je suis surpris d'apprendre ça. Pour moi, c'était évident dans ma tête quand tu m'as raconté ça plus tôt cette semaine que c'était
c'était probablement ce suspect là, qui avait, peut-être qu'il ne maîtrisait pas, mais les policiers sont entraînés pour la maîtrise des armes, puis justement avec des conditions comme celle-là, c'est surprenant qu'il y ait quand même eu 6 balles qui se soient enfouies dans le corps de civils dans le cadre d'une opération comme celle-là. On a fait Stéphane Wall, l'ancien policier du SPVM, dans un des épisodes ici cette semaine par rapport à ça. D'ailleurs, il expliquait que les policiers, généralement, ce qui leur est demandé, c'est à peu près 50 balles par année de pratique. Donc, ils vont au champ de tir, 50 balles. C'est ce qui est demandé. Il y en a qui en font plus. Tu ne peux pas en faire moins. Je ne dis pas ici que les policiers sont en cause dans ce qui s'est passé. Je ne connais pas les circonstances. Je n'étais pas là. Mais l'enquête, elle, va démontrer est-ce qu'il y a eu surréaction des policiers ou si la situation faisait en sorte qu'ils devaient réagir. L'enquête le dira. En attendant, il y a un père de 52 ans qui est toujours dans un état critique. Tu vois, le jeune garçon, lui, quand il a vu son père couché au sol, il s'est précipité, malgré qu'il était blessé, il s'est précipité sur lui. Il dit « J'avais l'adrénaline dans mon corps, j'ai juste couru vers lui et j'ai vu qu'il avait été atteint à la jambe, à l'épaule et à la hanche, ce qui pourrait peut-être expliquer c'est fou, ça. Une possible paralysie. » Bref, prompt rétablissement à ces messieurs. Absolument. Actualité. Tu sais, on a parlé récemment de 3 jeunes filles qui étaient à un concert en hommage à Taylor Swift, qui ont été tuées par un fou au couteau. Eh bien là, les policiers autrichiens viennent de déjouer un attentat, un possible attentat, pendant les concerts que Taylor Swift va donner à Vienne. Elle a 3 concerts de prévus, jeudi, vendredi et samedi. On attend à peu près 65 000 spectateurs à tous les soirs. Et j'ai envie de dire, il y a un champion de 19 ans qui a trouvé que ce serait extraordinaire et que le timing était parfait pour perpétrer un attentat au nom du groupe djihadiste, l'État islamique. Il aurait prêté allégeance à l'État islamique. Écoute, les policiers sont débarqués chez eux, ils ont trouvé des substances chimiques, ils ont saisi ça. Il y a également un présumé complice qui a été arrêté là-dedans. Ça reste que les policiers ont tenu quand même à se faire rassurant. Ne vous inquiétez pas, la menace actuelle est maîtrisée. Mais tu sais, ça soulève, moi je trouve, tellement d'inquiétudes, et pas juste à Vienne, tellement d'inquiétudes partout dans le monde. Moi, quand j'entends le mot État islamique, les mots État islamique, j'ai toujours un frisson qui me parcourt le dos. Tu sais, tu sais jamais où, tu sais jamais quand. Non, ben c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il suffit d'une personne avec soit des enjeux de croyance ou carrément de santé mentale parfois, puis qui peuvent faire un dommage incroyable. C'est même surprenant, agréablement surprenant que les policiers aient pu, anticiper puis arrêter ça avant que ça survienne ou avant qu'il soit trop tard. Oui, tout à fait. Et puis, tu sais, bon, en ce moment, là, la sécurité est renforcée et tout ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé à TVA. J'étais là à ce moment-là quand l'État islamique faisait des ravages chez les otages. Ouais. J'ai vu les images de ce qu'ils sont capables de faire, les images non censurées, tout ça. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Alors, la vigilance est toujours de mise. Tu sais, Taylor Swift n'a pas... tu sais, c'est pas tant toi et moi nécessairement qui allons aller voir Taylor Swift. C'est souvent des jeunes. Des jeunes, c'est souvent des jeunes, fait qu'on présume que c'était encore des jeunes qui étaient visés là-dessus. Je trouve que ça. Et donc là, ils ont annulé le spectacle carrément à Vienne. Non, absolument pas. Non, ils ont simplement renforcé la sécurité. Mais on peut... Moi, je pense que, tu sais, Taylor Swift s'en vient à Toronto, là, bientôt. Oui, 4 spectacles, je pense, en 4 soirs. On peut présumer... Les hôtels sont complets. Oui, ça coûte cher. On a 2 chanceuses ici qui vont la voir. Et on en entend parler abondamment. Oui, certainement. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, c'est dur d'être en prison pour Stéphanie Tanguay. Elle a été condamnée, en fait, le 7 novembre 2019. Elle a pris le volant. Et elle avait bu. Elle avait consommé de l'alcool. Elle a eu un accident très grave
Et son amie, qui était assise sur le siège du passager, Jasmine Charette, 35 ans, en est décédée. Stéphanie Tanguay a été extrêmement blessée là-dedans, très gravement. Traumatisme crânien. Elle a dû réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Elle a quand même été condamnée, évidemment, à 3 ans de prison pour son geste. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. Entre les murs de la prison, elle est violente, elle a des objets qui lui appartiennent pas, elle consomme, tu sais, elle a des gestes sexuels déplacés envers les détenus, envers les gardiens. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Et la raison, donc, sa libération conditionnelle lui a été refusée. La raison pour laquelle je t'amène ça ici, c'est que une des raisons qui est évoquée pour son comportement, c'est le traumatisme crânien qu'elle a subi pendant... Je veux dire, évidemment, son jugement, puis la décision qu'elle a prise de conduire en état d'ébriété avancée, puis bon, qui a mené à la mort de son ami et tout, méritait la peine. Par contre, là, c'est comme ça me rend mal à l'aise, cette nouvelle-là, dans la mesure où comme elle a elle aussi subi des conséquences graves de par sa faute. Là, mais là, ça la rend manifestement, là, à lire l'article et le compte-rendu, ça la rend presque incapable de vivre normalement en société. Là, donc, ultimement, même une fois la peine purgée, là, parce que là, sa libération conditionnelle a été refusée, mais à un moment donné, sa peine va arriver à terme, elle va être libérée, mais comme... T'sais, sa vie va être très compliquée là, si elle souffre de désinhibition comme ça, puis qu'elle vole des affaires, puis qu'elle a des comportements sexuels un peu outrageants. Elle va pas se retrouver une job demain matin. Là, elle était quand même infirmière auxiliaire à ce moment-là. Ça va être difficile de fonctionner dans un contexte normé comme celui-là si elle a tous ces enjeux de pleine possession de son corps et de sa tête. Là. Donc, c'est quand même comme une double peine, finalement, là, qui lui est assénée. Là. Clairement. Donc là, à ce moment ici, on peut peut-être se demander, est-ce que là... Parce que, tu sais, il y en a quand même des détenus qui ont commis des choses aussi graves que ça, qui bénéficient, eux, d'une libération conditionnelle au tiers de leur peine. Sûr. Dans ce cas-là, c'est pas possible en raison des conséquences de l'accident. Donc, est-ce qu'on rentre pas dans un autre débat c'est ça, mais même à la limite, est-ce qu'elle est apte à être remise en société? Là, tu comprends? Puis ça va jusqu'à quel type de traitement, quel type d'accompagnement on va proposer par la suite, parce que sinon, on a déjà eu cette conversation-là, toi et moi, souvent. Pour moi, la libération conditionnelle, elle est liée au fait que la personne elle est repentante, qu'elle a, puis toute une question du risque de récidive. Mais là, clairement, elle, en raison des troubles neurologiques là, ou autres qui découlent de cet incident-là, manifestement, à lire le compte-rendu, elle semble avoir de la misère à juste vivre une vie normale. Donc là, ça pose la question de sa libération, même éventuelle, là, puis avec quel type d'encadrement. Donc, c'est comme tu dis, on sort des conversations habituellement qu'on a sur la culpabilité puis la libération là, pour tout un autre enjeu lié à la santé mentale puis à la capacité de vivre en société. Tout à fait. Tout savoir en 24 minutes. Au début de l'été ou à la fin du printemps, il y a 2 bernaches qui avaient fait leur nid au palais de justice de Laval. Et ce que les autorités avaient fait, c'est qu'ils avaient dit, écoutez, les bernaches, c'est une espèce protégée. Si on déplace le nid, on tue les œufs, tout simplement. Ils iront plus ou les bébés vont mourir. Donc, il y avait eu un périmètre de sécurité. C'était un peu quand même cocasse de voir les gens essayer de rentrer au palais de justice de Laval et d'avoir des bernaches qui les attaquent comme ça pour protéger le nid. Il y en a sur la piste cyclable, là, sur la rive sud. Là, je les vois souvent, mais elles se tassent. Il faut juste pas leur rentrer dedans. Là, mais... Ce que 2 hommes en motomarine ont justement fait à Disraeli, ils sont rentrés dans 2 bernaches en motomarine. Alors que à Laval, je suis tenté de te dire, à Laval, on a tout fait pour les protéger. À Disraeli, 2 gars ont trouvé que ce serait une excellente idée de rentrer dedans sur 2 bernaches qui étaient sur l'eau. Ils les ont même prises par le cou, puis sont partis avec. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux et bien franchement, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Ben non. L'organisme Sauvetage Animal Rescue a décidé de loger une plainte à SOS Braconnage pour maltraitance d'animaux. Et ça a porté fruit, en fait. Il y a eu un appel public pour identifier ces 2 personnes-là.
Il y a une source anonyme qui les a dénoncés. Ouais. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces deux gars-là? Ils pourraient, écoute, c'est quand même sérieux, condamnés à une amende, 2 ans moins 1 jour de prison, ou à une combinaison des deux. Go. Donc, certains avocats, dont Maître Bernard T. Raymond, qui est un avocat spécialisé en droit animalier, ne pensent pas si c'est une première offense, qu'il y aura un casier criminel, des accusations criminelles et tout ça. Mais ça reste que c'est un geste qui est vraiment sérieux. Ouais. Moi, si je me porte volontaire, je peux, moi, les prendre par le cou puis les traîner là, avec mon véhicule sur quelques dizaines de kilomètres. Comme ça, on va voir ce qu'ils en pensent. Moi, des jambons comme ça, honnêtement, là, patience zéro, là, honnêtement, c'est inacceptable. Là, des fois, le comportement sur l'eau fait beau. D'ailleurs, ils sont pas nommés. Moi, je mettrais leur nom en page couverture du Journal de Montréal. Mais il n'y a pas d'accusation encore. Ouais, mais quand même, c'est juste de même. Régler ses comptes. Suspects. Ils sont suspects dans le dossier. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Jambon 1, jambon 2. Ouais. On verra quel sera l'effet de ces accusations-là. Ouais. On verra si ça va dissuader. Excuse-moi d'être un peu radical, mais quand je vois des images comme ça, moi, ça l'était un peu, c'est vrai. Ça me fait ressortir, ça me donne le coup de puncher dans de la viande. Là. Donc, bref. Ce qui est un peu contradictoire. Ouais, mais c'est pas la même viande, mais en tout cas, bref, on s'en reparle. Tout savoir en 24 minutes. Un quart des Québécois sont sans médecin. Je ne sais pas si toi, tu en as un. Moi, mon médecin de famille a pris sa retraite. Je n'en ai plus. T'en en as plus. Je n'en ai plus. On s'accroche, ma conjointe s'accroche à son médecin de famille pour être ta certain conjointe en a une, mais pas toi. Exactement. C'est pas familial, ça? On n'avait pas le même à ce moment-là. J'ai pas fait la demande pour être franc avec toi. Ouais, parce que moi et ma conjointe, on a la même et on a eu la préscience. C'est très chanceux aussi, là, mais c'est une médecin qui venait de commencer sa pratique. Fait qu'elle avait, je sais pas, là... 33 ans, ça fait 5 ans de ça, mettons, mais là, fait, moi, j'ai une médecin pour les 20 prochains, à moins qu'elle change de carrière, là, mais tu sais, prendre une jeune médecin, c'est garant que tu vas l'avoir jusqu'à la fin de sa carrière à elle, mais effectivement, on l'a vu là, depuis 2019, le nombre de Québécois qui ont accès à un médecin de famille est en chute libre. Là. Ben oui, absolument, il y en a de moins en moins, et quand tu parles de jeunes médecins, il y a un problème là-dedans, c'est que les médecins de famille qui ont de l'expérience, de l'âge et tout ça, ils font du cabinet à 100%. Il y en a qui ont jusqu'à 3000 patients. Mais un jeune médecin, lui, il a d'autres obligations à remplir. Là, je te parle ici évidemment, il y a du cabinet, mais il doit faire de l'hôpital, il doit faire de l'urgence, il doit faire du CHSLD. Ils sont obligés de faire ça? Oui. Ah ouais. Okay, et c'est là qu'est le truc. C'est qu'ils peuvent pas en prendre 1000 d'un coup. Ils sont à peu près limités à 500. Donc, quand tu as un médecin de famille qui a 3000 patients, qui prend sa retraite, ça prend à peu près 5 ou 6 médecins pour être capable de juste ramasser les patients de ce médecin-là. Donc, c'est ce qui serait... et il n'y en a pas 5 à 6 qui sortent des écoles. Là, donc, même si, il y a tellement d'omnipraticiens en ce moment qui s'en vont à la retraite que... Ce que je veux dire, c'est que le taux de remplacement n'est pas suffisant pour c'est ça. Là. Donc là, ça va être aux universités d'augmenter un peu le nombre de diplômés et tout ça. Écoute, je suis quand même allé sur Index Santé. Je te donne quelques chiffres comme ça. Au CHU de Québec, en ce moment, l'urgence, 133% d'occupation. Fleurimont en Estrie, 139. Pierre-le-Gardeur dans la Nodière, 164. Cité de la Santé, 143. Royal Victoria, 188. L'Hôpital général de Montréal, 181. Puis l'Hôpital général juif de Montréal, 232% d'occupation à l'urgence. Je sais même plus ce que ça veut dire, rendu là, ces chiffres-là. Écoute, ça veut dire que tu attends longtemps. C'est ça que ça veut dire. Je sais que tu reçois tout à l'heure Paul Brunet. Oui, tout à fait. Les malades. L'association de protection des malades. Exactement. Moi, j'aimerais ça que tu lui poses une question. Y a-tu vraiment, vraiment quelque chose à faire avec le système actuel? Moi, quand je vois des chiffres comme ça, le quart des Québécois sans médecin de famille, je pense peut-être qu'il faudra commencer à se poser la question un peu. Je pense qu'elle se pose. En fait, il ne faut pas commencer à se la poser, mais il faut justement trouver... Mais là, tu sais, là-dessus, Santé Québec existe maintenant. C'est la baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes, apparemment.
Ouais, les équipes volantes ils ont eu beaucoup de CV, mais peu d'élus. Il y avait une personne qui était partie. Sur la Côte-Nord, il en attendait quelque chose comme 30 ou 50. Oui, c'est ça, voilà. Actualité. Nous aurons enfin des nouvelles du troisième lien. C'est Geneviève Guilbeault qui l'a dit. Elle promet une mise à jour à l'automne. Et l'automne finit quelle date? Noël. Le 21 décembre. Ben ouais. Donc, elle s'engage avant le 20 décembre à faire le point, la lumière sur le projet du troisième lien à Québec. On promet d'être moderne, d'être flexible et d'être efficace. On sait que c'est un jeu de yo-yo, ça. Hein? Je veux dire, des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Des fois, c'est une route, des fois, c'en est pas une. Des fois, c'est un pont, des fois, c'est un tunnel. Là, des fois, il y a des vélos, des fois, il y a des bus, des fois, il y a rien du tout, des fois, il y a un tramway. Le tramway, ça, c'est encore l'idée à laquelle s'accroche le maire Bruno Marchand, le maire de Québec. Il dit, écoutez, on verra ce que ça donnera pour le troisième lien. En attendant, il n'y a rien de fait. Donc, tout ça, c'est une décennie ou plus de tergiversation semi-stérile. Tu sais, je te rappelle quand même que CDPQ Infra dit qu'il n'y avait pas besoin. Ouais. Il n'y a pas besoin de troisième lien. Gilles Lehouillier, le maire de Lévis, il dit, moi, je suis bien d'accord, faites-en un. Bruno Marchand, il dit, en attendant que vous décidiez, moi, je vais me concentrer sur le tramway. On verra bien. C'est quand même une drôle d'affaire. Et je pense qu'ultimement, ça témoigne d'un déficit de leadership régional. Puis, encore une fois, c'est imparfait, la politique, toujours. Mais là, t'as deux rives, puis t'as deux maires qui disent des choses diamétralement opposées l'un à l'autre, alors c'est une agglomération. Là, c'est comme un peu particulier. Économiquement parlant, tu penses-tu que ça serait un bon move d'avoir un troisième lien à Québec? Est-ce que ça va attirer les gens? Oui puis non. Parce que je connais aussi beaucoup de gens dans la région. Moi-même, ma famille est originaire de là. Je veux dire, pour de vrai, tu parles aux gens là, du côté sud du fleuve, comme ils veulent un troisième lien. Là, comme, puis c'est comme ils comprennent pas que ça soit pas déjà fait. Puis encore une fois, je sais que les études disent que c'est pas bon ou que c'est pas nécessaire, puis bon, les coûts, évidemment, mais en même temps, on s'est pas tant posé la question à Montréal avant de faire 42 ponts autour de l'île, là, je sais plus combien il y en a là, exactement, là, mais il y en a des ponts. Ça doit pas être loin. Non, puis Laval, à l'est, à l'ouest, c'est complètement fou, fait est-ce qu'à chaque fois, on a passé des décennies à se poser la question de combien ça va coûter? Non, on l'a fait, puis ça a permis à Montréal de se développer, puis à des banlieues comme Laval, puis Deux-Montagnes, puis Longueuil, d'exister en lien avec la métropole économique. C'est sûr que là, il y a essentiellement un vraiment lien là, avec deux ponts côte à côte. On dit qu'il y en a deux, mais d'avoir un autre passage plus loin, ça permettrait potentiellement justement un meilleur développement, une meilleure distribution sur le territoire. Mais écoute, j'ai pas d'avis. Puis bon, sur le tramway, moi, je suis très partisan des tramways en général. J'ai habité, comme tu le sais, en Europe pendant 5 ans. Je trouve que c'est un moyen de transport extraordinaire, bien, bien supérieur au métro, si tu veux mon avis, parce que c'est extérieur, parce que c'est facile. T'as pas à descendre 42 étages vers le sous-sol. Mais c'est coûteux, puis ça implique d'abattre des arbres. Puis pendant que tu fais le tramway, c'est vraiment de la merde. Mais quand c'est fini puis que c'est opérationnel, c'est génial. T'sais. Fait que c'est comme se faire mal aujourd'hui pour avoir du bien plus tard. Miser sur le futur. Puis ça, souvent, les citoyens des villes, puis économiquement, politiquement, on est vraiment collés sur l'actualité, sur aujourd'hui puis demain. On voit pas que dans 10 ans, dans 20 ans, notre ville, elle pourrait être plus belle, puis plus marchable, puis tout ça, fait qu'on fait rien. Fait que, les gouvernements, c'est des mandats de 4 ans. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas mal... Si seulement on avait une dictature bienveillante. Je ne te prendrai pas au mot. Merci. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. C'est presque terminé. J'aurais tellement de choses encore à te parler. Ben oui. Les travaux sur Henri Bourassa qui fait le cauchemar des commerçants. Il y en a qui voient leurs clients passer de 25 à 5 à l'heure. C'est absolument terrible. Allez lire ça sur le TVA Nouvelles. Et je vous dirais... Jean-Philippe, si tu peux me mettre ma dernière nouvelle
qui est, j'ai trouvé ça sur Twitter, je sais que t'es un geek absolu, j'ai trouvé le café pour toi, si tu me le permets. Regarde ça, ça se trouve à Dubaï, c'est le RC Cities. Je veux ça. Pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu un genre de Starbucks comme produit, mais tu as l'opportunité de prendre une pelle mécanique, un bulldozer. Dans le fond, pour ceux qui ne voient pas, là, c'est comme t'es assis en demi-cercle autour d'un grand carré de sable, plein de gros Tonka téléguidés. Puis là, pendant que tu bois ton café, tu pelles du sable, puis tu fais un petit tas de sable. Il y a des bulldozers, il y a des pelles mécaniques, il y a toutes sortes de jouets. Puis donc, le café vient, j'imagine, avec le contrôleur, là, avec la manette. Là. Quoi qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans un café pour écrire, mais moi, je te dis... Moi, j'irais faire des tas de sable volontiers. Je pense, moi aussi. Allez, on y va. André Sylvain, résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie. Yeah. À vendredi.